Alexandre Devecchio est là. Bonjour Pascal. Que j'ai réveillé dès ce matin parce qu'il y a un papier formidable dans le Figaro Magazine. Vous avez fait une interview de Christophe Guilly, qui est le grand sociologue, je ne sais pas comment je dois le présenter. Il se définit comme géographe. Mais... Géographe, bon. Et vraiment, c'est très intéressant, et on en parlera tout à l'heure, parce qu'il explique que c'est la première fois qu'il y a eu des élections municipales sans le peuple. C'est-à-dire qu'on a parlé des grandes villes, Paris, les grandes métropoles, et on a complètement oublié ce qui se passait en dehors de ces grandes métropoles. Alors, on est peut-être nous responsables, d'ailleurs, Alexandre Devecchio ? Sans doute. En réalité, ce qu'on n'a pas assez dit, c'est le changement de mode de scrutin. Dans les petites communes, il y avait possibilité de panachage avant le changement de mode de scrutin où il a fallu imposer la parité de manière autoritaire. On pouvait donc rayer des noms, en changer d'autres. Donc il y avait plusieurs listes. Là, du fait de la parité, plus difficile de constituer des listes. Donc, dans 25 000 communes, ça a voté dès le premier tour avec une seule liste. Donc, autant dire qu'il n'y a pas eu de démocratie, plus le milieu médiatique qui a mis la loupe effectivement sur Paris et les grandes métropoles, alors que le reste de la France est en réalité majoritaire. Et on voit bien, à Paris, c'est le PS qui gagne, et aux élections nationales, ils font 1,5%. Mais l'absence de panachage et la parité, c'est encore une décision de la Macronie qui aura pris que des mauvaises décisions. Oui, que des décisions technocratiques. C'est invraisemblable. Je vous assure, quand tu mettras bout à bout, ils ont tapé à côté à chaque fois. À chaque fois. Et cette décision-là, qui est une décision purement technocratique ou idéologique, vous dites comme vous voulez, c'est une aberration de bon sens. Une aberration de bon sens. Et ça montre un président, mais complètement déconnecté, qui n'aura rien compris à ce pays du début jusqu'à la fin. C'est fascinant d'ailleurs. Pourtant, il aura les gilets jaunes, mais c'est typiquement le type de décision qui énerve cette France-là. Mais il n'y peut rien. Il est fabriqué comme ça. Oui, il ne comprend rien. Exactement. Il sait tout. Il ne comprend rien. Donc là, tu es face à quelqu'un, et ça, c'est vraiment un exemple. Personne ne l'interroge là-dessus, d'ailleurs, parce que les gens ne se rendent pas compte, peut-être, ou ne le perçoivent pas. C'est un homme qui sait tout, qui ne comprend rien. C'est fascinant, quand même. Et c'est à côté. C'est de l'idéologie. Et il est à côté. Il aura été à côté toujours. Sur le plan théorique, c'est incroyable, c'est d'ailleurs. épuisant de se dire une parité homme-femme. Oui, bien mais sûr. Dans les communes de moins de 1000 habitants, d'obliger ça, c'est infaisable. Mais infaisable. C'est-à-dire qu'on n'est pas en contact de la réalité. Et ça te met en colère, en fait. En plus, dans les conseils municipaux de ces villes-là, il y a déjà 40% de femmes en moyenne, ce qui n'est pas si mal que ça. Et dans certaines villes, il y avait plus de femmes que d'hommes, et on a obligé la parité. Donc c'est vraiment idéologique, et surtout c'est imposé par le haut, sans connaissance du bas. Sans connaissance, mais il n'a jamais été dans un territoire avant qu'il soit président de la République. C'est le problème, il n'a pas de carrière d'élu local. Voilà, il ne sait rien. Il sait rien. Il sait tout, il ne comprend rien. Il n'y peut rien d'ailleurs, le pauvre. Il n'était pas fait pour ça. Il n'était pas fait pour ça, la preuve. Alors, on va parler de l'OANA. Une revue de presse ce matin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la petite musique, c'est tous coupables. C'est ça, la petite musique. Bon, et l'espace médiatique, il se refait une santé. Un remords très hypocrite, d'ailleurs. Oui, évidemment. Alors, c'est la une. Hier, c'était la une du Parisien. C'est encore la une du Parisien. Le Parisien, c'est toujours un bon baromètre. Bon, alors, Libération, Loana Story. Donc, ça, c'est la deuxième une du Parisien. Bon. 2 fois en 2 jours. Et vous avez vu aussi Libération. Il y a un papier dans le Figaro sur l'ère du vide. C'est ce que vous disiez un peu ce matin aussi. C'est peut-être plus compliqué que ça, d'ailleurs, forcément. Mais je voudrais d'abord qu'on fasse l'enquête sur un point sur l'enquête avec Célia Barotte. Communiqué, le parquet de Nice a indiqué que c'est un voisin de Loana, inquiet de ne plus la voir depuis plusieurs jours, qui a contacté les pompiers. Les secours sont entrés dans l'appartement de Loana en passant par une fenêtre, car la porte était verrouillée de l'intérieur. Sur place, ils ont découvert le corps inanimé de Loana, mais aussi celui d'un chien. Les premières constatations confirment un décès remontant à plusieurs jours. Le parquet a détaillé, je cite, que la présence d'une plaie à l'arrière du crâne et d'ecchymose en région lombaire permettait d'envisager que le décès puisse être lié à une chute en arrière. Le corps de Loana a été transporté à l'Institut médico-légal en vue d'une autopsie et son appartement a été placé sous scellé. Des analyses toxicologiques et anatomopathologiques ont été ordonnées. Enfin, à ce stade des investigations, aucun élément permet d'envisager l'intervention d'une autre personne en lien avec le décès de Loana. Et ces images tout à l'heure, effectivement, tristes, lorsqu'on voyait le corps de Loana sortir de cet appartement de Nice dans lequel elle vivait. Écoutez, Laurent Amar, c'est un de ses amis, il témoignait hier chez Cyril Hanouna.
Est-ce que tu savais qu'un jour, tu sentais que ça allait mal finir, que ça finirait comme ça? Ah mais bien sûr. Ah mais évidemment, mais ça fait des mois, des années que je me suis préparé à ce qui s'est passé. Psychologiquement, j'étais prêt à ça, parce que je savais que c'était inéluctable. Vu ce qu'elle se faisait, vu ce qu'elle s'infligeait, mais comment il aurait pu en être autrement? Donc c'est lâcher le truc, c'est accepter. C'était être dans l'acceptation de ce qui allait arriver, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Wow. On peut dire ça comme ça, ouais. Dans la fatalité, dans l'acceptation, ils n'étaient pas résignés. Tous les jours. Mais bien sûr. Vraiment, Quasiment, dès qu'elle le pouvait, dès qu'elle en avait la possibilité, elle prenait des saloperies. Laurent, racontez, vous avez fait plusieurs fois le ménage chez elle. Ah mais oui. Et Laurent allait chez elle, faisait le ménage, vidait toutes les... C'est-à-dire prenait tout, vidait tout. Ah ben c'était le souk chez Loana. Elle rangeait pas, elle avait un problème à ce niveau-là de toute façon. Je m'étalerai pas là-dessus, mais elle avait un problème d'hygiène pour son appartement. Les bouteilles, vous viriez les bouteilles, les médicaments, qui traînaient, les boîtes qu'elle jetait pas. Une fois, j'étais venu la voir et elle était super contente que je vienne la voir et elle avait fait le ménage. Et tout de suite, on a vu la différence. Elle me dit, t'as vu Laurent, j'ai fait ça. Quand vous arriviez généralement, parce que c'est vrai que d'ailleurs le rapport dit que l'appartement était retrouvé il y avait des bois, un bazar terrible. Toujours, ça c'était le... Voilà. C'est ce qui a été dit, hein, Gilles. C'est ce qui a été dit absolument, il y avait plein d'objets comme ça, il y avait des boîtes sans doute de médicaments et c'était coutumier chez elle. Alors le paradoxe, c'est qu'on est presque dans une séquence de Love Story 25 ans plus tard. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est en train, maintenant c'est l'ultime Oui, c'est post-mortem. Ouais. C'est un Love Story Post-mortem. post-mortem. Ça aussi. Bah oui, parce qu'on pense tous la même chose quand on a une séquence comme ça. Il n'y a rien de sa vie privée qui n'ait pas été dans le public, quoi, jusqu'à sa mort. Georges Fenech. Et c'est d'ailleurs de ça, à mon avis, qu'elle est morte, quoi. C'est-à-dire, elle n'a pas été en capacité de résister à cette soudaine célébrité, qui, alors qu'elle n'était pas artiste, elle n'était pas chanteuse, elle n'était pas comédienne, et puis c'est retombé, on a assisté à une décomposition, une déchéance de cette femme qui était rayonnante, qui était solaire, parce que tout cela était factice en réalité. Mais l'intimité est essentielle. Lorsqu'on n'a plus d'intimité, c'est la déshumanisation. Et c'est la problématique en fait qu'elle a vécue très jeune et propulsée comme ça. Mais quand on n'a plus ce qui nous... Justement, notre jeunesse, elle a un problème avec l'intimité, savoir ce qui est de l'ordre de la sphère publique, ce qui est de l'ordre de la sphère privée. Et là, jusqu'à effectivement sa mort, on va découvrir chaque boîte de médicaments, chaque boîte de conserve laissée. Je vous ai écouté ce matin et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde se saisit de ce sujet et puis le commente à l'aune de... Bon, forcément... Non, mais c'est vrai que moi, ce qui me fascine, évidemment, c'est... Enfin, il y a la trajectoire de Loana, il y a quelque chose d'assez universel aussi. Je l'ai comparé à Esther Gobseck, le personnage de Balzac dans Splendeur et misère des courtisanes. Cette femme qui monte très très haut et qui descend très très bas, c'est un peu universel, ça toujours existé quelque part. Mais la nouveauté, c'est effectivement cette exhibition, cette société du spectacle, ces outils du 21e siècle. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve aussi, c'est d'analyser ce phénomène de la télé-réalité. Pourquoi il surgit à ce moment-là, au début du 21e siècle, une espèce de transparence absolue. Un moment aussi, ce qui est fascinant dans la concomitance historique, c'est que Loana gagne le Loft en juillet 2001. Et 2 mois après, il y a le 11 septembre, et c'est la fin de l'histoire, quoi. Il y a une espèce de collision entre, d'un côté, une espèce de spectacle généralisé et le retour de la tragédie en Occident. Et donc, et effectivement, ce qui a muté aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est tous plus ou moins des acteurs de télé-réalité aujourd'hui. Enfin, en tout cas, sur les réseaux sociaux, les jeunes, vous le disiez, avec Instagram, les influenceurs, finalement, il y a une sorte de démocratisation de la télé-réalité, et c'est devenu un modèle pour beaucoup de jeunes de vivre. La célébrité est une valeur en soi. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai envie d'être célèbre. Alors ça a toujours plus ou moins existé, disons les choses. Mais la célébrité par la seule exhibition de sa vie intime. Oui, sans vous l'avez dit, c'est pas Brigitte Bardot. C'est pas une actrice, c'est pas une chanteuse. Mais on l'a comparé à Brigitte Bardot. J'ai réécouté hier des interviews. C'était Elisabeth Martichoux pour Europe 1. C'était un son qu'on passait. Vous êtes une star, disait-elle. Vous êtes la nouvelle Brigitte Bardot. On le dit. C'était plutôt Marilyn Monroe, là. Enfin, en tout cas, dans la tragédie. Mais le parallèle qu'on fait sur la télé-réalité, on l'a fait parfois au cinéma. C'est-à-dire qu'on a accusé des metteurs en scène ou même le monde du cinéma d'aller chercher des jeunes femmes, de les exposer et de les jeter après. C'est ce procès-là, il a existé. Non, c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose d'universel aussi, mais il y a quand même aussi cette nouveauté qui est... Mais il y a aussi la part de responsabilité des uns et des autres. Tout le monde ne fait pas la même chose de la notoriété. Il y a eu plein de jeunes femmes qui ont eu accès à la notoriété très jeune et puis qui en ont fait quelque chose de
formidables. Je pense à Sophie Marceau, par exemple, quand elle fait La Boum. Ça aurait pu être pour elle une déflagration. Non, elle a construit derrière une carrière. Et elle s'est servie, elle avait 14 ans, 15 ans. Ça a dû être une déflagration importante pour elle. Et elle a su profiter de cette, un talent de comédienne. pour construire une carrière parce qu'elle était sans doute plus équilibrée, moins fragile, que sais-je. Joachim Le Floch. Il y a une chose qui m'a frappé également hier en revoyant les images du loft, c'est de voir à quel point Loana, qui était quand même une gogo danseuse, qui était une fille d'ascendance extrêmement modeste, qui n'avait pas de diplôme, s'exprimait beaucoup plus intelligemment sur la forme comme sur le fond que la quasi-totalité des personnes de la télé-réalité aujourd'hui, mais même que tout un tas de bac+5. Je trouve que ça en dit long sur ce qui est arrivé à ce pays en 20 ans et sur l'effondrement éducatif qui nous guette. Dans les éléments biographiques de Loana, lors de l'audition, on loue sa spontanéité et aussi sa timidité. D'ailleurs, elle a 140 de QI. Ce qui la place quasiment au niveau... On la prenait avec condescendance pour une idiote à l'époque. La réalité était beaucoup plus complexe que ça. Quasiment au niveau de Génie Bastier. Non, moi, j'ai pas 140 de QI. Effectivement, je pense qu'elle n'était pas Alexandre Devecchio. Qu'elle n'était pas idiote, que d'autres ont construit une carrière avec une célébrité très rapide. Mais là, le problème, c'est que la célébrité est bâtie effectivement sur le voyeurisme en fait des téléspectateurs et pas sur un talent, une œuvre artistique. C'est quoi le voyeurisme ? Parce que moi, je me souviens très bien... j'ai regardé. Il y avait une forme d'addiction. Peut-être que vous étiez un peu voyeur. Mais d'abord, un journaliste. Le voyeurisme des téléspectateurs, je me suis mis dedans. Un journaliste est voyeur. Ouais. Un journaliste. Évidemment. Je crois qu'il y a des choses qui sonnent. Il y a des gens qui vous appellent. Bon, vous voyez, des gens qui veulent avoir votre avis, même avant. Il y avait une addiction. On savait que ce qu'on regardait n'avait aucun intérêt. Bon. Et on le regardait quand même, et on s'amusait de regarder quelque chose qui n'avait aucun intérêt, tout en disant qu'on était stupide en train de le regarder. Bon, il y avait même des débats à l'époque dans le Figaro qu'on a retrouvé sur est-ce qu'il faut regarder ou pas le loft. Moi, je me souviens très bien, appelant des amis, disant mais enfin c'est fou. Je suis en train de regarder ça, ça n'a absolument aucun intérêt, mais je regarde quand même. C'est comme la drogue. Oui, exactement. Mais l'avantage, c'est que... Ou la malbouffe. L'avantage, c'est que moi, je suis honnête en disant ça. Je suis au plus près. Bon, il y a plein de gens qui étaient comme ça, moi, bon, et qui écoutez, arrêtez avec votre téléphone. Mais vous en avez combien de téléphones? C'est même pas, c'est pas les mêmes sonneries. Voilà, je l'arrête, ça. Mais vous en avez combien de téléphones? Parce que ce n'est pas la même sonnerie. Je sais pas. Donc, alors, en revanche, on a regardé ça qu'une fois. Et puis après, ça a été terminé. Le Loft 2 a été un échec. Après, mais ça a été décliné quand même. Et Secret Story, il y a eu les Kardashians aux États-Unis. Bon, Secret Story, j'ai jamais vu. Mais la curiosité du concept qui était nouveau en France par rapport aux États-Unis. Oui, il y avait quelque chose. Et puis il y avait des personnages qui étaient, qui intéressaient. Alors je ne sais pas si je regardais tout le temps ou pas, je m'en souviens plus précisément. Mais effectivement, je pouvais participer à ça. Ouais, et puis la société aujourd'hui avec Instagram, tout le monde, les Loana, il y en a plein en fait, ils ont même plus besoin de télé-réalité. Non mais attendez, parce que c'est intéressant. Pardonnez-moi, je vous coupe parce que Eugénie Bastier a dit une chose que je voudrais qu'elle approfondisse. Elle dit l'heure des pros est une télé-réalité. Alors, je voudrais savoir, d'abord il n'y a pas de piscine, mais c'est bien qu'on demande à Serge d'en construire une. Il y a des personnages auxquels les gens sont attachés, qui reviennent régulièrement. Qui ont chacun un rôle, qui se marient. Jean Fenech, par exemple, il a fait une télé-réalité. Il a fallu que j'assume. Jean Fenech, la nouvelle Loana. Vous êtes la nouvelle Loana. Non, mais là où vous avez raison, en fait, le mot, il n'est pas de moi, il est d'Eugène Sacomano. Eugène disait, c'est un petit théâtre qui est mon émission, on refait le match. Bon. Et c'est vrai qu'il créait des personnages, Eugène. Souvent, je lui ai rendu hommage. Bon, il avait le procureur, en l'occurrence, c'était Gilles Verdez, il avait ceci et ça. Bon. C'est vrai qu'une émission a besoin de profils différents. Que Georges est un profil différent de Génie Bastier, forcément. Oui, je pense. Oui. Et c'est vrai que quand ils se marient, je le dis parce que, d'ailleurs, dans la rue, les femmes se jettent sur lui. C'est ce qu'il nous disait hier sur l'antenne de Europe 1. C'est ce qu'il nous a dit. Ça n'a pas duré longtemps, là. Non, mais c'est ce qu'il nous dit. Il est devenu un personnage. Vous avez raison. Oui, à la faute à qui? Non. Oui, c'est vous. Non, pas ça, pas moi. Attendez, non, attendez, pas ça. Écoutez, pas ça. Pas avec tout ce que vous avez fait. Faut pas, les gens, ils sont, vous savez, les gens qui vous écoutent, les gens, ils savent tout. Ouais. Ils décodent tout. Ouais. Ils savent que, à chaque fois, je vous le dis, ils savent. C'est prêté au jeu. Ah, pour le moins. Attention, pour le moins. C'était étourdissant.
Et si on n'est pas structuré, mon épouse et moi, je pense qu'on est à peu près structuré. Oui, ça peut aller très loin. La vérité, Ce mélange entre la vie privée Georges, et la vie publique. la vérité, vous avez été juge pendant des années, personne ne parlait de vous ou peu. Vous avez été homme politique. De bon niveau d'ailleurs, mais vous pouviez très tranquillement descendre et remonter les Champs-Élysées sans être interrompu. Vous faites cette émission, vous vous mariez, les gens vous appellent. Je peux rien. Comme j'ai donné mon numéro de téléphone hier, enfin c'est pas possible. Oui, on a donné bon. Oui. C'est comme ça. Non mais je n'arrête pas de recevoir des. C'était vous en fait. Non mais c'est une réalité. Bon. Je vous ai interrompu. Non, je sais plus d'ailleurs ce que je disais sur Loana. Non, je disais que effectivement, aujourd'hui, tout le monde était un peu Loana, enfin en tout cas les influenceuses. On est tous Loana. Oui, d'une certaine manière, pas tous, mais les influenceuses ont pris le relais. Il n'y a même plus besoin de télé-réalité pour exhiber sa propre vie et en faire une forme de talent en soi. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très nourrissant. C'est peut-être ça qui a aussi tué Loana. Dans la dimension universelle que soulignait Eugénie, c'est aussi la question de la solitude. C'est-à-dire en fait cette propulsion très jeune. Et dans le même mouvement, le fait de ne pas être entouré, de ne pas être accompagné, et jusque dans sa mort, la solitude, parce que 12 jours ou 10 jours, je ne sais pas, sans qu'on s'aperçoive qu'elle... Vous avez raison. Mais ça arrive à des dizaines de Français chaque année. Là, on en parle parce que Loana était une star de la télé-réalité, mais c'est vrai que cette tragédie dit quelque chose de l'épidémie de solitude qui guette un pays où il y a un tiers de personnes, je crois, selon les stats officielles, qui sont en situation d'isolement. C'est un drame politique, un drame civilisationnel. Et aussi peut-être de la superficialité de l'univers médiatique ou de la télévision. Quand vous êtes une star, vous avez beaucoup d'amis et peut-être qu'elle en avait beaucoup moins maintenant qu'elle était dans une forme de déchéance. Oui. Bon, écoutez ce qu'elle disait en tout cas sur Love Story qui avait été pour elle une baguette magique. Love Story a complètement changé ma vie. J'étais une jeune fille de 23 ans, la télé-réalité n'existait pas encore à l'époque. Et quand je suis montée, c'était juste dans l'espoir de rencontrer des gens, de faire une expérience. Ça a été ma baguette magique. J'étais un petit peu Cendrillon, on va dire. Et ma bonne fée, ça a été le loft. Bon, c'est une vie évidemment fracassée. La mère de Loana a parlé, il faut que je tienne pour elle. Les premiers mots de Violette Petrucciani depuis hier soir. Que Laurent, qu'on a entendu, m'a prévenu, j'ai du mal à atterrir, mais il ne faut pas que je craque, il faut que je tienne pour elle, dit Violette Petrucciani. Je n'ai toujours pas réalisé, apprendre le décès de sa fille comme ça, puis en regardant la télé pour le confirmer. C'est très difficile. Je l'avais au téléphone tous les jours jusqu'en décembre dernier. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a un mois environ, mais tout a basculé en décembre. C'est à ce moment-là que les problèmes avec la personne qu'elle fréquentait ont commencé. Il y a également Alexia de la Roche-Joubert qui a parlé. L'appartement dans lequel elle est morte à Nice est celui qu'on lui loue depuis 2 ou 3 ans. Sinon, elle aurait été à la rue. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était il y a 2 mois environ. Je lui ai parlé longuement. Et la dernière fois que je l'ai vue, ça devait être en janvier. J'ai fait un documentaire avec elle qui va bientôt sortir sur le Loft. Je l'ai trouvé bien. Loana allait même très bien. Donc, il y a même un documentaire qui est fait sur le Loft 25 ans plus tard. Et je pense qu'M6 se demande si ce documentaire, il faut le passer ou pas. Oui, parce que c'est vrai que l'anniversaire est... oui, parce que ça fait 25 ans, donc M6 préparait quelque chose. Bon. Et il y a une série aussi, il y a une série... La partie, elle est très bien d'ailleurs, la série. C'est ce que disait hier Geoffroy Lejeune. Il y a une série sur Prime Video, je crois, qui sera diffusée sur M6 et que vous pouvez évidemment avoir avec la MyCanal, bien évidemment. Parce que sur MyCanal, vous avez toutes les... c'est ça qui est... MyCanal, c'est formidable. C'est vraiment extraordinaire, vous avez accès à toutes les plateformes. Donc c'est une réussite assez extraordinaire d'ailleurs de Maxime Saada, il faut le dire et le redire, parce que MyCanal, c'est la plateforme sur laquelle il faut être abonné. Donc ça me permet évidemment de vous le dire. Écoutez, Tony Gomez. Tony Gomez, il était hier avec nous. Alors Tony Gomez, c'est un homme de la nuit qui a eu tous les établissements les plus prestigieux à Paris et qui connaît ce milieu, qui n'a jamais touché une goutte d'alcool de sa vie. Il sait très bien qu'il faut être prudent dans ces milieux-là. Et écoutez Tony Gomez qu'il disait sur ce monde-là et sur la difficulté parfois de résister. Quand on parle de notoriété, de la préparer, c'était impossible de les préparer. Et c'est là où c'est fou, c'est que maintenant... quand on fait de la télé-réalité, les gens savent qu'il y a les caméras et qu'il y a des gens qui vont regarder. Là, dans le Loft, la scène de la piscine en est le bon exemple. Ils avaient oublié les caméras. C'était pas exhibitionniste, la piscine. C'était simplement, on vit un moment entre nous et on oublie qu'on nous regarde. Et Loana, elle,
elle a vécu ça de plein fouet. Mais quand vous dites qu'il faut en béton armé, moi je trouve qu'il y a un parallèle qui est intéressant et que peu de personnes ont relevé, c'est qu'il y avait Laure Delattre également, qui était dans le loft, une jeune fille charmante qui symbolisait, parce que c'est quand même un peu un jeu de rôle, avec il y avait des personnages, parce qu'il y a une storytelling qui est incroyable dans le loft. Et donc on a eu quand même 2 personnes qui ont vécu la même expérience et il n'y a pas eu le même résultat. Laure Delattre a compris que cette célébrité, elle était passagère, c'était un bon moment, que ça devait s'arrêter là, alors que Loana, elle a voulu continuer derrière. Malheureusement, elle est tombée dans ces pièges où on devient de plus en plus délirant pour faire le feu de l'actualité. Elle est obligée de faire, j'ai presque envie de dire n'importe quoi pour que les gens s'intéressent à elle. Ouais. L'antenne d'Europe 1, c'est tous les jours entre 16 et 18 heures. Je vous lis un dernier message avant la pause. Je trouve pitoyable que le sujet Loana tienne autant de place sur les ondes. La télé-réalité est pitoyable pour notre société, dit une personne qui m'envoie ce texto. C'est creux, sans culture, et cela donne des espoirs aux jeunes qui n'arriveront jamais à ce que l'on promet. Il y a d'autres sujets à traiter dans le monde. Je ne partage pas du tout évidemment cette idée-là. C'est-à-dire que nous, on est, comment dire, un miroir de ce qui intéresse les uns et les autres. Bon, c'est pas moi qui décide. Je vois simplement que ce sujet intéresse. Et c'est une télévision dite de la demande. Je m'aperçois que les gens, ça les intéresse. Mais il y a 2 jours, on a fait 1 heure avec Alain Finkielkraut. Oui. 1 heure. C'était remarquable, d'ailleurs. Ouais. Mais c'est lui qui est remarquable. Non, mais vous surtout... avez posé des bonnes questions aussi. Oui, mais c'est facile d'interviewer Alain Finkielkraut. C'est très facile, en fait. C'est très facile. Bon. C'est comme au tennis, c'est plus facile de jouer. Bon. Et, ah oui, si vous jouez avec quelqu'un qui est bon. Bon. Mais non seulement on a fait 1 heure, mais ça a été sanctionné, si j'ose dire, par le public qui était au rendez-vous. Parce que le public, ça l'intéresse. Il ne faut jamais le mépriser, justement. Et la dernière demi-heure, 10h30, 11h, c'est une des demi-heures les plus hautes en termes d'audience depuis que nous allons jusqu'à 11h. Jusqu'à 11h. Depuis, donc, ça fait 1 mois et demi que l'émission va jusqu'à 11h. On a fait quasiment le pic d'audience entre 10h30 et 11h, avec Alain Finkielkraut. Bon, mais c'est pas incompatible de parler d'Alain Finkielkraut et de Loana. Oui, c'est vrai. Non. C'est ça que je veux dire. Exactement. C'est-à-dire que parce que c'est comme dans un dîner. Ce soir, si vous allez dîner, les gens ils parleront sans doute de Loana. Et d'Alain Finkielkraut. Et notre émission, en fait, c'est ça. Et l'actualité qui s'en. Et notre émission, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est vous êtes au bout de la table. Les gens, ils sont au bout de la table. Ils sont peut-être au petit déjeuner. Il y en a qui sont dans leur lit. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils vous connaissent. Et c'est en ça qu'il y a un côté télé-réalité. Ils connaissent Georges, qu'ils interrogent dans la rue, sur lesquels ils sautent. Bon, voilà. Et ils participent à notre émission. Fait ça, ouais. Voilà, c'est ça notre émission. Elle n'a pas d'autre ambition. Personne ne la réécoutera dans 30 ans. Tous les jours. Personne ne la réécoutera dans 30 ans. Oui. Et puis après, ils éteignent la télé et puis ils font autre chose. Voilà, c'est pas le Collège de France. Ils prennent pas des notes en nous écoutant. Ils font pas le soir. Ils disent pas, tu sais ce qu'a dit Joachim Le Floquimard. Alors là, c'est fou quand même. Bon, pas du tout. C'est comment même que vous le vouliez ou non, ce que vous faites, c'est un nouveau concept. Mais il n'y a rien de nouveau concept, des gens qui parlent autour d'une table. Vous mélangez l'actualité lourde et légère. Bon. Et c'est quand même quelque chose de nouveau. Blaze. Flattez-moi, Blaze. Bon, évidemment, il y a peut-être invente jamais rien en télévision, ou en tout cas très peu. Bon, 9h26, on marque une pause. On va parler d'un sujet déchirant dans une seconde, l'euthanasie en Espagne. Merci en tout cas d'être avec nous, parce que vous êtes très nombreux. Vous êtes le matin, donc je vous remercie grandement. À tout de suite.